Voilà, bonjour à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous avons encore une rencontre là avant une petite coupure pour que vous alliez déjeuner, et puis nous aussi. On se retrouvera ensuite à partir de 14 heures. Et donc pour ce nouveau plateau, beaucoup de monde, parce que voilà, nous avons plusieurs de nos interprètes qui sont avec nous sur le plateau et que je remercie d'être là. Donc je vais essayer de vous présenter tout le monde. À côté de moi, Patrick De Witt, qui va nous parler de son livre Les Frères Sisters, paru aux éditions Actes Sud. Et c'est Jocelyne Bourbonnière qui va assurer la traduction de Patrick De Witt. Sergio Ramirez, qui est là-bas à côté de Renaud et de Claudine Rimatei. Claudine qui vient pour la seconde fois. Nous avons fait connaissance hier. Bienvenue. Jocelyne, c'est une habituée depuis les débuts. Comme d'ailleurs Hélène Bury qui est là-bas. Et Hélène qui va traduire Wells Tower. Et puis à côté de moi, David Toscana, qui va être lui traduit par Manuel Lanfossi. Voilà, bonjour et bienvenue à tous. Alors, Renaud, bienvenue aussi. C'est la première fois, Renaud? C'est une grande première, oui. Oui, oui. C'est impressionnant. Hein. Non. Puis on est quand même bien accompagnés. Ils sont habitués, et puis passionnés par les livres. Je sais que vous les avez beaucoup aimés. Donc, Ah oui, c'est 4 auteurs que j'ai hâte de discuter avec eux. Oui. Super. Alors, on va commencer par Patrick De Witt, qui est né sur l'île de Vancouver, qui a vécu en Californie. Ablution, son premier roman, est paru en France chez Actes Sud en 2011. Alors, il a fait plein de métiers. Agriculteur, employé de bureau, plongeur et serveur dans un bar. Vous vivez à Portland, dans l'Oregon, avec votre femme et votre fils, c'est ça? Voilà. Alors, Les Frères Sisters, c'est ce livre-là qui a été traduit par Philippe et Emma Aronson, est paru chez Actes Sud en septembre dernier. C'est un petit bijou là aussi, hein. Alors effectivement, les frères Sisters. Les frères Sisters en question, ce sont 2 frères, Charlie et Ellie Sisters, donc qui sont 2 tueurs à gages. Déjà, les frères Sisters, qui sont 2 frères, hein, on comprend tout de suite l'esprit. Hein. Oui, il y a un décalage qu'on va retrouver tout le long du livre. Et ces 2 tueurs à gages professionnels donc, sont engagés sous les ordres d'un certain Commodore, un mystérieux Commodore, pour chevaucher vers Sacramento. Et dans le but donc d'éliminer un certain Herman Kermit Warren. Voilà, donc le roman raconte la chevauchée de ces 2 frères tueurs, leur parcours, qui va bien sûr être semé d'embûches, et également donc les nombreuses rencontres qu'ils vont faire, puisqu'ils vont croiser toute une galerie de personnages. Pendant cette route, des voleurs, des alcooliques, des prostituées, des chercheurs d'or, enfin voilà. C'est une vision assez noire, toujours violente de cette Amérique de la ruée vers l'or. Mais en même temps, voilà, il y a quand même un ton décalé, un humour noir, ravageur, des dialogues tonitruants. Et à sa lecture, moi, les images qui me viennent à l'esprit, c'est par exemple le film Dead Man de Jim Jarmusch ou les univers des frères Cohen, par exemple. Voilà. Alors, une première question pour Patrick De Witt. C'est vrai qu'on a le sentiment que finalement, une aventure de 2 tueurs qui sont sur la route, c'est un sujet finalement intemporel et qui pourrait se passer dans n'importe quel lieu, n'importe quel temps. Et là, vous avez choisi l'Amérique de la ruée vers l'or et le genre du western. Alors pourquoi? It was essentially an arbitrary choice, really. It could just as easily have been a science fiction novel or a noir novel. I entered into this knowing very little about the Western genre, and that was one of the big motivators for me. Being ignorant of a subject is really freeing in a way. You have to fill everything in with, C'était une décision en fait un petit peu arbitraire. J'aurais pu tout à fait écrire un roman de science-fiction ou un roman noir. En fait, je n'avais pas trop exploré le western, ce genre de littérature avant. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. C'était un petit peu un choix arbitraire.
Bon, pourtant, c'est pas innocent de prendre le genre du western parce que voilà, quand on pense au western, tout de suite, on a des images, des clichés de dur à cuire. Là, les deux personnages, c'est deux durs à cuire qui ont la gâchette facile, qui ont l'alcool, ils boivent des quantités d'alcool énormes. Donc, il y a cette image comme ça de masculinité, de virilité, qui est importante. Addressing the cliches of a genre was also exciting for me, and the goal from the start was to try to come at the cliches or the existing, the blueprint that is the genre, to come at it from a skewed perspective, and to pervert it, as much as I could within the confines of good taste. Bien sûr, j'ai pensé à tous les clichés et je trouvais que c'était très amusant. C'était un exercice pour moi que j'ai trouvé très stimulant. Et la structure du western m'intéressait énormément. Et à partir de là, en fait, j'ai eu envie d'écrire un western différent et de tordre un petit peu les clichés du western. Et ça m'a vraiment beaucoup amusé de faire ça. Par exemple, c'est vrai qu'on voit dans les westerns, il y a souvent des histoires de dentistes, hein, mais là, un dentiste qui va donner à son client de la poudre pour lui apprendre à se laver les dents, c'est quand même assez surprenant. Et puis, oui. I just felt that oral hygiene is something that's under-discussed in the Western, so I wanted to address that head-on. J'ai trouvé que l'hygiène orale n'était pas un sujet tellement abordé dans les westerns, et donc j'ai eu envie d'aborder ce sujet. Et puis alors, ce qui interpelle dès le début, enfin voilà, le titre, les frères Sisters, quel effet vous avez recherché en mettant en avant cette dichotomie, cette opposition entre justement frères et sœurs, hommes-femmes? Well, I did want to imbue, I don't know if that's the correct word actually, I wanted there to be a certain femininity attached to these two hyper-masculine men. And so calling them the Sisters Brothers was a tidy way to do that, I felt. I've forgotten the first part of the question already. Oh, I actually can't take credit for the title. My US editor, Lee Boudreau, insisted on it because I was hell-bent on calling the book The Warm Job. I don't know how you would translate The Warm Job, which posed problems. I don't know if this will translate, but it made everyone in the PR departments of my publishers think of like a massage parlor. And the book is not about a massage parlor, and so they begged and pleaded and asked me to change the title, and they came up with this alternate, and I said okay. En fait, le titre, c'est mon éditeur américain qui y a pensé, parce que moi, j'ai eu envie de lui donner un titre au livre complètement différent, c'est-à-dire le boulot chaud. Ça se traduit peut-être pas très bien, The Warm Job. Et mon idée, c'était en fait, je pensais au salon de massage. C'était un petit peu ça, parce que dans le bouquin, il y a des prostituées. Mais en fait, j'avais envie d'intégrer un petit élément féminin dans ce milieu très très macho du roman western. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé à ce petit jeu de mots sur le nom de famille. On ne va pas raconter toute l'histoire parce que d'abord elle est longue, elle est compliquée à raconter, mais c'est vrai que on se régale beaucoup. Enfin, quand même, un tueur qui a des états d'âme, alors que son frère, lui, n'en a absolument pas, ça fait un tandem un petit peu disparate, quoi. I think that it was important that they both be different types of men with different sets of ambitions. And Eli is, to me, the more sympathetic of the two, and he's looking for some solitude and peace. And Charlie, on the other hand, is looking for more of everything, really. He's a glutton. And I don't know, I have an older brother and I have a younger brother, and there's lots to draw on. Hopefully this is something that anyone with brothers or sisters could relate to in a contemporary sense.
Ils sont très différents en effet. Il y a Eli qui est le plus sympa des deux et qui peut-être qui cherche la solitude et la tranquillité, et Charlie qui est gourmand de la vie, qui a beaucoup d'ambition. Et personnellement, j'ai deux frères, un plus jeune et un plus âgé, et j'avais envie de me pencher sur ces questions de frères et sœurs. Je pense qu'il y a des aspects du livre qui vont toucher toutes les personnes parmi vous qui ont des frères et sœurs. Voilà. Tu voulais rajouter? Voilà, juste une petite dernière question. Effectivement, donc les deux frères sont très différents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le cheminement personnel intérieur de ces deux personnages entre le début et la fin du livre, alors qu'on ne vous dévoile pas, bien sûr. Mais il y a un côté, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de roman initiatique, par exemple, ou de roman moraliste, peut-être, parce qu'il y a la notion du bien et du mal aussi dans ce livre. Yeah, it was... With my first novel was not so much a plot-based book. It wasn't. I wasn't that interested in it at the time. And with this book, I thought I would try to rise to the occasion and actually tell a complete story, semi-traditional. And so there's going to be a beginning and a middle and an end, and the ending apparently is supposed to be different than the beginning. So I pushed for that, and it was important. You know, I was rooting for Eli throughout, and I was sort of inwardly chastising Charlie throughout, and so you get to play God, which is great. And I think that some sort of justice I think that it ends the way it should end, but never does really end in real life. Donc je ne voulais pas trop aborder dans le premier roman qui a été publié ici, dans mon premier roman, je n'ai pas trop abordé cette problématique. Et donc là, j'ai eu envie d'écrire un roman avec un début, un milieu et une fin. Et que, en fait, il était important pour moi que la fin soit différente du début. Et bon, je ne vais pas tout révéler non plus, mais il y a une évolution dans mes personnages. Et il y a Charlie qui commence à expliquer à Eli que, en fait, il n'est pas Dieu et qu'il n'a pas le droit de se présenter comme étant Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'a pas le droit d'imposer sa volonté tout le temps. Et j'ai eu envie d'aborder aussi la question de la justice. Et je ne vais pas révéler la fin, mais cet aspect m'intéressait également. Voilà, donc vous aurez compris que c'est un livre qu'on vous recommande et qu'on a lu avec délectation. Alors, Sergio Ramirez, vous êtes né au Nicaragua. Ça s'appelle Mazatepe. Voilà, j'ai mal écrit, évidemment. Vous êtes journaliste, essayiste, professeur d'université. Vous avez une vie de militant aussi. Vous avez fait partie de la résistance en intégrant le Front sandiniste de libération nationale pour lutter contre la dictature Somoza au Nicaragua. Encore étudiant, vous avez déjà fondé une revue, Ventana, avec Fernando Gordillo. Vous publiez votre premier livre, Suentos, en 1963. Et en 1977, vous participez à la création du groupe d'artistes et d'intellectuels nicaraguayens, les 12 qui s'opposent au gouvernement de Somoza. Ensuite, vous avez fait partie de l'Assemblée du gouvernement qui a pris le pouvoir à la chute du dictateur. Vous avez vraiment un parcours très, très particulier. Vous êtes nommé vice-président du gouvernement par le Front sandiniste de libération nationale. Vous avez présidé le Conseil national de l'éducation et vous avez fondé la revue éditoriale Nueva Nicaragua en 1981. Et vous êtes écrivain en plus. Voilà, en plus de tout cela. Et on va découvrir donc ce livre, Il pleut sur Managua, paru aux éditions Métellier et qui a été traduit par Roland Faye. Voilà. Alors, un petit résumé, une petite présentation du livre. Oui, alors on parlait de roman peut-être moraliste, de bien et de mal avec Patrick de Witt. Il est question aussi de morale, alors peut-être pas de morale, mais au moins d'éthique et de valeurs humaines, de valeurs sociales dans le dernier livre de Sergio Ramirez, donc Il pleut sur Managua. Et qui prend la forme là d'un roman policier qui met en scène justement un inspecteur de police qui s'appelle l'inspecteur Morales. Et cet inspecteur fait partie de la police nicaraguayenne et il est chargé d'enquêter sur un yacht qui a été abandonné. On a retrouvé des traces de sang sur ce yacht. Et voilà, c'est sans doute lié à une sombre histoire de narcotrafiquants.
Voilà, donc en fait, j'allais dire, c'est un roman policier classique dans le sens où le roman met en scène un inspecteur de police qui va faire une enquête avec la résolution de l'énigme. Mais le livre se double bien sûr d'une véritable chronique sociale avec une observation minutieuse et aussi désabusée vraiment de la société nicaraguayenne d'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand le décor et les observations que vous faites sur la Nicaragua aujourd'hui, on a vraiment un sentiment de chaos généralisé et quelque chose d'aussi bien urbain que politique. Bueno, en muchos sentidos este libro refleja la realidad de lo que es hoy no solo Nicaragua, sino también Centroamérica, que es el puente del tráfico de las drogas entre el sur, Colombia, Venezuela, a través de todo Centroamérica en viaje hacia México y los Estados Unidos. Entonces el conflicto central es un viejo policía formado en tiempos de la revolución con una ética inflexible que tiene que enfrentarse a la descomposición de los tiempos cuando jueces, magistrados, funcionarios, policías son comprados por el dinero infinito de la droga. Entonces, el primer conflicto que hay para mí en este libro es un conflicto ético entre la vieja ética en la que ya nadie cree y el nuevo mundo corrupto que vive Centroamérica. Alors, en effet, ce livre est un portrait du chaos qui règne au Nicaragua, mais non pas uniquement au Nicaragua, mais sinon dans toute l'Amérique centrale, qui est devenu un pont pour le trafic de drogue entre la Colombie et tous les pays autour, et puis les États-Unis. Et mon personnage principal est effectivement un policier qui est de la vieille époque, qui a encore des valeurs et qui doit lutter en essayant d'être inflexible et ne pas se laisser avoir par toute cette nouvelle vague. Et donc, mon livre parle à la fois de cette lutte entre le narcotrafiquant et la police, mais aussi entre les valeurs anciennes et les nouvelles. Oui, tout à fait. Mais abordons le sujet de ce personnage, donc de l'inspecteur Morales, parce qu'il fonctionne un peu comme un double. C'est-à-dire qu'il est aussi question des valeurs, des propres valeurs, des valeurs intimes. C'est quelqu'un qui a combattu Somoza et qui va se retrouver dans une nouvelle société où des anciens camarades sont passés de l'autre côté. Los que hicieron la revolución, como en muchas revoluciones, se dividieron en dos bandos. Los que siguen fieles a la vieja ética que inspiró los ideales del cambio juvenil, porque toda revolución es un fenómeno de jóvenes, hecho por jóvenes, depende de la manera como uno envejece. Y entonces están los que están por un lado los que son fieles a esos viejos ideales y por otro lado los que se han ido del lado de la corrupción, del dinero fácil, porque el dinero fácil es la regla hoy en Centroamérica, impuesta por la, yo decía antes, la infinita cantidad de dinero que tienen los narcotraficantes. Por eso mi personaje se llama Dolores Morales, que es un nombre común en Nicaragua, no es una invención mía, pero que de alguna manera puede reflejar el drama que hay detrás de esta persona que trata de vivir de acuerdo a sus viejos principios. Alors effectivement, comme dans toutes les révolutions, il y a toujours deux bandes, deux partis. Il y a ceux qui restent fidèles aux idéaux de changement de la jeunesse, parce qu'il faut savoir que les révolutions, c'est toujours quelque chose qui vient de la jeunesse, c'est une chose de jeune. Et après, bien entendu, tout dépend de la façon dont chacun vieillit. Et puis, il y a les autres qui se laissent avoir par la corruption, l'argent facile, surtout ce que j'appelle maintenant la quantité infinie d'argent qu'ont les narcotrafiquants et qu'ont absolument tout corrompu partout où ils passent.
Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi le roman noir pour raconter cette histoire, mais c'est vrai ce que vous décrivez, ce que vous décrivez est assez inquiétant, et en même temps, bon, le fait que les deux personnages principaux sont très attachants. L'inspecteur Dolores Morales, qui porte une prothèse de jambe, puisqu'il a été blessé et son genou a été explosé. Il est aidé aussi par une ancienne révolutionnaire qui est devenue femme de ménage, en fait, dans le service, qui s'appelle Doña Sofia Smith, évangéliste à mort et sandiniste à mort, une dure à cuire. Et chacun, à l'époque, portait des pseudonymes. C'est important, l'histoire des pseudonymes aussi. Bueno, hay un contraste. C'était leur vie d'avant et leur vie nouvelle, c'est ça? Sí, el contraste entre el inspector Dolores Morales y su asistente principal, de hecho, que es doña Sofía Smith, que es la que se encarga de la limpieza en las oficinas policiales de la división de la droga, y termina siendo una de las investigadoras principales del caso sobre el que trata la novela, porque tiene una gran sagacidad policial, y esta es parte del conflicto que se va creando en la novela entre el inspector que lleva el caso oficialmente y doña Sofía Smith, que no tiene ningún caso que llevar, pero es la que va resolviendo los problemas que se van presentando en la investigación. Quizás este es un toque de humor necesario para la novela, pero también de sagacidad. Oui, effectivement, il faut mettre l'accent sur ce contraste entre l'inspecteur Dolores Morales, comme j'avais dit tout à l'heure, il y avait un jeu de mots qui s'appelle douleur morale, en fait, et au Nicaragua, ce sont des prénoms tout à fait communs, mais bon, là, j'avais fait un petit jeu de mots, et son assistante principale, qui est Doña Sofia Smith, qui effectivement, jusqu'ici, était chargée de faire le nettoyage des locaux de la police à la division de la drogue. Et en fait, très vite, elle devient enquêtrice principale grâce à sa sagacité, parce qu'elle est très intuitive. Donc, c'est elle qui leur donne toutes les clés pour arriver à trouver les clés de l'enquête. Et donc, je voulais effectivement rendre très vivante cette espèce de contraste entre l'inspecteur et Doña Sofia. Un petit brin d'humour, là, pour prouver qu'avec un peu de sagacité et un peu d'intuition, on arrive quand même à d'excellents résultats. Régale bien aussi avec ce livre, hein, Renaud? Oui, tout ça. Alors pour enchaîner par rapport à ce personnage féminin, c'est vrai que dans le livre, les personnages féminins, alors on pense bien sûr à Sophia Smith, on a l'impression que les femmes sont vraiment du côté de l'action. Alors vous parliez de sagacité, d'intuition, mais il y a aussi le côté un peu de l'action, et c'est elle qui prend un peu les rênes sur cette enquête dès le début. Et c'est pas forcément le cas des hommes. Alors est-ce que le salut de la société nicaraguayenne pourrait venir par des femmes en fait? Sí, yo diría que es la sociedad contemporánea en Nicaragua, después de lo que representó la revolución, cómo todo se va descomponiendo, volviendo a la realidad, bajando de los ideales a la realidad. El país la sociedad que yo trato de retratar en esta novela merecería una saga. Hoy la situación ha empeorado, hoy hay más narcocrimen en el país. Es muy difícil librar a Centroamérica de esta calidad de ser puente. Tendrían que remolcar el territorio centroamericano lejos de su posición actual para que ese puente no existiera. Eso es imposible. Entonces, cada país centroamericano merece una novela o una saga en este sentido. Guatemala, que para mí es la situación peor hoy día por tener frontera con México, y suceden todos los días cosas que son dignas de una novela policíaca, ¿no? Hoy es la cadena de televisión Televisa la que aparece como el gran protagonista de un nuevo caso de narcotráfico en Nicaragua. Es decir, hay 14 camionetas de la cadena Televisa con emblemas falsos que se paseaban por todo Centroamérica llevando y trayendo el dinero de la droga, ¿no?
por ejemplo, ese es ya otro tema de otra novela. Oui, alors moi j'ai essayé de dépeindre effectivement la société contemporaine au Nicaragua après la Révolution et tout malheureusement cette lente décomposition qui s'en est suivie. J'essaye d'expliquer quelle est la réalité quand on est tombé brutalement des idéaux, du rêve des idéaux à la triste réalité. Je fais aussi, je pense que le Nicaragua mériterait toute une saga, plusieurs romans même pour expliquer cette nouvelle société complètement pourrie par le trafic de drogue. En fait, il faudrait, pour bien faire, décentraliser l'Amérique centrale, l'enlever de là où elle est pour qu'il n'existe plus ce pont entre les trafics de drogue. Je pense qu'il y a d'autres pays aussi de cette région qui mériteraient toute une saga, tout un roman, comme le Guatemala par exemple, qui, le pauvre, a pas de chance avec sa frontière avec le Mexique. Tous les jours, il se passe des choses dans ces pays qui pourraient faire l'objet de polars, mais de polars vraiment noirs. Il y a par exemple dernièrement eu le cas au Nicaragua de faux camions de télévision, Televisa, qui est la grande chaîne de télévision mexicaine, qui on pensait qu'ils étaient là pour couvrir des événements. Et en fait, ils avaient 14 faux camions qui transportaient de la drogue ou l'argent de la drogue. Et c'est très bien de nous raconter ces histoires-là à travers la fiction. Très souvent, c'est plus parlant finalement, parfois, qu'un essai ou un article de journal. Continuez donc à écrire. J'espère que vous serez de nouveau traduit en français par les éditions Métellier. Voilà. On va passer tout de suite maintenant au livre de David Toscana. Vous savez qu'ici, normalement, on n'approfondit pas trop la rencontre, on essaye de vous raconter un peu ce qu'il y a dans le livre et puis pour vous donner envie de le lire ensuite. Alors, David Toscana, L'armée illuminée, on va en parler dans un instant. Vous êtes né à Monterrey, vous êtes romancier nouvelliste, vous avez fait des études d'ingénieur et puis vous avez obtenu des bourses internationales, vous avez écrit des romans, des recueils de nouvelles traduits dans plusieurs langues. Ultima Lector est votre premier livre traduit en français. C'est ça? J'ai dit des bêtises, non? J'entends une réaction. Non, j'ai eu peur. Au Mexique, ce livre a été couronné par le prix Colima, le prix Fuentes Mares et le prix Antonin Artaud France-Mexique. Et puis, donc, on parle aujourd'hui de ce livre paru en janvier 2012 aux éditions Zulma et qui a été traduit par François-Michel Durasso et qui s'intitule donc L'armée illuminée, dont Renaud va nous faire un petit résumé. Et qui met en scène un personnage assez singulier du nom de Ignacio Matus, qui est enseignant dans un collège de province, marathonien, et qui est aussi idéaliste que vindicatif, et qui rêve, alors oui, je ne sais pas si on l'a dit, ça se passe au Mexique bien sûr, et qui rêve de rattacher le Texas à la République mexicaine, puisque le Mexique s'étendait bien au-delà du Rio Bravo, avant la conquête du Mexique par les gringos et l'annexion du Texas vers 1840. Alors cet Ignacio Matus va être renvoyé de l'école où il enseigne pour des propos comme ça un peu trop politiques. Et il refuse l'impérialisme américain à tel point qu'il décide de lever une armée, ça sera l'armée illuminée, et de déclarer la guerre aux gringos et de reprendre le Texas. Voilà. Alors c'est pas si facile d'enrôler des disciples. Et finalement, cette armée va se composer de 5 adolescents qui sont des adolescents, on va dire, un peu simples d'esprit, qui végètent dans une institution. Et les voilà partis, ils récupèrent une charrette à foin, ils ont un vieux fusil, et voilà, ça y est, l'épopée commence. Alors, David Toscana, est-ce que cette armée illuminée, est-ce qu'on peut considérer que c'est votre Don Quichotte à vous, par exemple, ou est-ce que c'est une version mexicaine du Don Quichotte? Parce que finalement, c'est l'histoire d'un homme qui part en guerre contre une réalité qui ne lui plaît pas, et il part avec ses propres armes qui sont ses rêves, sa vision de la réalité. Bonjour. Avant de répondre, je voudrais que je suis très heureux
de voir que où il y a des livres, il y a aussi beaucoup de femmes. Les femmes sont les plus grandes lectrices en France. Sí. Mais maintenant, je vais parler espagnol. Sí, casi todos los libros que escribo tienen que ver con Don Quijote. Et presque tous les livres que j'écris ont à voir avec Don Quijote. He escrito un libro sobre Don Quijote como lector, que es el que mencionabas, el último lector. J'ai écrit un livre avec Don Quichotte comme lecteur, c'est le livre El último lector. Y este libro es Don Quijote como lo conocemos, corriendo aventuras imposibles. Et ce livre, c'est Don Quijote que nous connaissons, qui court sur des aventures impossibles, vers des aventures impossibles. Desde niño soñé con esta aventura quijotesca de juntar un ejército de amigos y marchar hacia Texas para recuperarla para México. Depuis que j'étais jeune, j'ai rêvé à ces aventures don quichotesques, de lever une armée pour aller courir des aventures et récupérer des territoires. Donc en fait, Mathieu, c'est vous. Ah. Si je comprends bien. Sí, que si Matos soy yo, bueno, hay una historia parecida, un poco autobiográfica dentro de esta novela. Il y a effectivement une histoire un petit peu autobiographique à l'intérieur de ce roman. Y es porque yo corría maratones. C'est parce que je courais des marathons. Entonces, una vez que hice un tiempo de 2 horas 48 minutos. Et donc une fois j'ai fait un temps de 2h48. Me fui a los álbumes de las Olimpiadas. Et donc j'étais proche des Olympiades, des Jeux Olympiques. Hein. Y me di cuenta que si hubiera participado en París 1924, hubiese ganado medalla de bronce. Et en me rendant compte que si j'avais fait Paris 1924, j'étais médaille de bronze. Y esta absurda obsesión se la metí a mi personaje. Et donc j'ai intégré cette obsession totalement absurde dans mon personnage. Alors, le thème, enfin un des thèmes de ce livre, c'est bien sûr le rôle de l'imaginaire et de sa faculté à reconstruire la réalité. Alors, en tant qu'écrivain mexicain, alors bon, c'est vrai que nous, libraires, dès qu'on parle de littérature mexicaine, on associe tout de suite au genre voilà, du réalisme magique avec des auteurs comme Juan Rulfo, Carlos Fuentes par exemple, Cortázar, García Márquez, voilà. Comment vous situez par rapport à ces auteurs? Est-ce qu'il y a une sorte de famille, de filiation? Est-ce qu'au contraire vous êtes en rupture? Tengo dos relaciones con esos autores, por supuesto. Una es como lector y otra es como escritor. J'ai forcément deux relations avec ces auteurs, une en tant que lecteur et une en tant qu'écrivain. Como lector, soy un gran admirador de la literatura latinoamericana. Comme lecteur, j'ai une grande admiration pour la littérature latino-américaine. Y como escritor uno tiene que segmentar, tiene que cortar estas admiraciones. Et comme écrivain, on est obligé de couper cette admiration. Porque como lectores somos amplios, pero como escritores somos estrechos. Comme lecteur, on est ample et ouvert. Comme écrivain, on est plus resserré et étroit. Ocurre que cuando viajamos por el mundo, los puntos de referencia latinoamericanos siempre son García Márquez y Carlos Fuentes. Bon, il est certain que quand on voyage dans le monde, les points de référence de la littérature américaine, c'est Carlos Fuentes et García Márquez. Por eso siempre nos van a comparar de algún modo u otro con ellos. Et on est forcément toujours comparé à eux. Pero en Latinoamérica saben que mis influencias tienen que ver con José Donoso, con Juan Carlos Onetti. Donc, en Amérique latine, on sait que moi, mes influences, c'est Donotti et José Donoso. Y lo que también de este lado del mundo a veces llaman realismo mágico. Et d'une certaine façon, ce qu'ici on appelle le réalisme magique, hein, para los latinoamericanos es algo completamente distinto. Pour l'Amérique latine, c'est quelque chose de totalement différent. En Europa basta mucha imaginación para que le llamen realismo mágico. Ici, il suffit de beaucoup d'imagination pour qu'on l'appelle le réalisme magique. Y en Latinoamérica necesitaríamos para este realismo mágico
mundos sobrenaturales. Et en Amérique latine, pour arriver à ce réalisme magique, il faudrait des mondes surnaturels. Alors, Est-ce qu'on peut en dire plus sur l'histoire il ne faut pas trop dévoiler, mais effectivement, une fois que Ignacio Matus a levé son armée, alors d'ailleurs l'armée illuminée, c'est un double sens aussi, hein, parce que ça peut être, c'est illuminé, c'est quelqu'un qui reçoit l'illumination, mais illuminé, c'est un peu fou aussi. Alors, comment on peut comprendre ce titre? Sí, pues eso es otra vez la idea quijotesca. ¿Hasta qué punto vamos a ver el valor y el heroísmo como una locura o como el estado deseable del hombre? Ça, c'est une autre idée quixotesque, c'est à quel point on peut voir oui, comme une folie, ce projet comme une folie, ou comme qu'il faut que le naturel, que ce soit le naturel de l'homme en lui. Est-ce que c'est le naturel de l'homme? Y esto lo podemos ver con la diferencia que hay entre la relación que tenemos con los libros y con lo que llamamos vida real. On peut le voir dans notre relation qu'on a avec les livres ou dans la relation qu'on a par rapport à la vie réelle. Los personajes excéntricos nos llaman la atención. Les personnages excentriques nous attirent notre attention. Los héroes nos enamoramos de ellos. On tombe amoureux des héros. Pero si tenemos un pariente, digamos un pariente de 50 años, si on a un parent d'une cinquantaine d'années, que un día decide montarse en un caballo e irse a correr aventuras, qui un jour décide de monter sur un cheval et partir à l'aventure, le vamos a decir no. Siéntese a ver la televisión y estés en casa. On va lui dire non, restez assis, regardez la télévision, restez à la maison. Entonces vemos como en la vida no nos permitimos lo que sí nos permitimos en los sueños. Et on voit de fait comment dans la vie on ne s'autorise pas ce que l'on s'autorise dans les rêves. Je pense que vous pouvez suivre cette armée illuminée, en tout cas la découvrir. Vous serez certainement passionné comme nous l'avons été par la lecture de ce livre, donc de David Toscana. On va continuer maintenant notre petit tour de piste avec un recueil de nouvelles avec Wells Tower. Alors moi je trouve que c'est toujours le plus difficile à présenter, des recueils de nouvelles, puisque forcément il y a plusieurs histoires dans le livre, mais voilà, je pense qu'on va le faire. Renaud va nous expliquer ça très bien. Wells Tower est né à Vancouver, il a grandi en Caroline du Nord, il est titulaire d'un diplôme en anthropologie et en sociologie. Il a parcouru les États-Unis en faisant plein de petits boulots. On a souvent eu des écrivains comme ça qui avaient ce parcours un peu chaotique. Son premier Tout pillé, tout brûlé est son premier recueil de nouvelles traduit en français. Et voilà, et on va donc découvrir de quoi il s'agit. Renaud, oui. On ne va pas pouvoir raconter toutes les histoires, ça c'est pas possible. C'est un peu long, il y a quand même des thèmes et des caractères qui sont représentatifs de l'écriture de Wells Tower. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun des personnages n'est un héros. Les personnages qui sont mis en scène sont vraiment les laissés pour compte du rêve américain. On peut plutôt parler de cauchemar. En ce qui concerne leur vie au quotidien, ce sont des gens qui vivent dans les marges. Ce sont des cœurs cabossés, alors qui essaient quand même de recoller les morceaux, mais bon, ces morceaux sont tellement éparpillés, brisés il s'avère que l'opération est vraiment impossible. Alors voilà, on croise par exemple un certain Bob Monroe qui va lui se retrouver à vivre seul dans un taudis après que sa femme l'a quitté et qu'il ait perdu son boulot. On a par exemple Stéphane et Matthew qui sont deux frères qui chacun vit dans leur solitude et qui sont incapables de parler. Qu'est-ce qu'on a aussi? Enfin voilà, on a toute une galerie de personnages qui sont alors aussi bien des garçons que des filles, des adolescents que des personnes âgées. Voilà, ils sont tous des personnages
pour qui il est difficile de s'adresser à l'autre, de dire les choses, de se dire les choses. Et ce qui est frappant, c'est que justement, il y a une richesse de personnages. On passe d'un père de famille à une jeune adolescente, à une mère de famille. Enfin, voilà. Et à chaque fois, ce sont des personnages qui sont très très bien construits, qui sont bien campés et avec qui on est en empathie dès les premières pages. Alors voilà, une première question, c'est voilà, est-ce que c'était une volonté de vous projeter finalement dans un univers comme ça bigarré avec plusieurs personnages, plusieurs générations également? When I wrote the book of short stories, I didn't understand that I was writing a book. I thought I was just learning how to write. Donc en fait, quand j'ai écrit ce recueil de nouvelles, j'avais pas l'impression d'écrire un bouquin, c'était juste que je m'entraînais à écrire. And so I was very deliberately choosing different kinds of characters, different sorts of settings and emotional problems, and using different formal strategies to get at their emotionality. Et donc j'ai très délibérément choisi des personnages très différents, des endroits différents, des problèmes émotifs différents pour étudier différentes stratégies pour en parler. And what I mean by that is there are some stories that are trying to succeed with humor, there are others that are trying to succeed with language, there are others that I think aspire to a very earnest nakedness of emotion. Et donc quand j'ai écrit ces nouvelles, il y en a certaines qui se concentraient plus sur l'humour, d'autres qui s'intéressaient plus à la langue, ou d'autres où je voulais juste rendre des émotions toutes nues, crues. But I thought the one thing that they had in common was that no one would ever publish them in a book. Mais je pensais que la seule chose qu'elles avaient en commun, c'est qu'elles ne seraient jamais publiées. And so it seems strange to me that people take the book seriously and see these themes and connections between the stories. Et donc ça me paraît étrange en fait que ce livre soit pris au sérieux, qu'on puisse voir des liens, des thématiques entre les histoires qui au début n'en avaient pas. And to some extent they are grotesque. They're about people in trouble. They're about people in extremes. But for me, all of that grotesquerie is just a way to get at universal loneliness and anxiety. I think the people who really have achieved the American dream are not much happier, not much less lonely than those who haven't. Alors donc j'ai affaire à des personnages grotesques et je voulais vraiment des gens qui avaient des problèmes et des situations extrêmes. Mais cet aspect grotesque, au final, c'est juste pour en arriver à traiter la thématique de la solitude qui est universelle, la solitude et l'inquiétude. Et je pense qu'au final, les gens qui ont réussi dans la vie et qui ont atteint ce rêve américain ne sont pas plus heureux et ne sont pas moins seuls non plus. Je voudrais juste préciser une chose que je n'ai pas dite, c'est que ces nouvelles sont traduites par l'excellent Michel Lederer. Ça, je tenais vraiment à le dire, et qu'elles sont parues aux éditions Albin Michel. Alors moi, je croyais qu'on n'écrivait pas un recueil de poèmes, de nouvelles. Recueil de poèmes. Je croyais qu'on n'écrivait pas un recueil de nouvelles. Je croyais qu'on écrivait des nouvelles, comme ça, à droite, à gauche. Et puis qu'un jour, un éditeur vous disait ce serait bien de les réunir, et que c'est seulement à ce moment-là qu'on essaye de les regrouper. Est-ce qu'il faut vraiment toujours trouver un lien, justement, entre ces différentes histoires? Je ne sais pas. Right. My book is, it's the kind of book that agents and editors will tell you that you should never try to write, in that it's short stories that are not apparently connected. Donc moi, mon livre, c'est le genre de livre que les agents et les éditeurs vous diront toujours non, mais il faut surtout pas écrire ce genre d'histoire parce que elles ont aucun lien. And so there's a strange pressure in the United States to connect stories, to write, a novel in stories, as they say. And often the connection is forced and cynical and consists of, maybe a character from one story walking into another story and offering somebody a cookie and then leaving, and that counts as a connection. Donc il y a cette étrange pression qu'on met sur les auteurs, effectivement, pour trouver un lien entre les nouvelles. Mais souvent, c'est un lien qui est complètement fabriqué de toutes pièces. Genre, il y a un personnage d'une nouvelle qui va rentrer dans une autre nouvelle, offrir un gâteau à quelqu'un et repartir.
But I think those pressures are bad pressures. I think one thing that's wonderful about short story collections is that you can go into a dozen different worlds and a dozen wildly different kinds of emotional difficulty over the course of a couple of hundred pages. Oui, moi je trouve que cette pression est un peu absurde parce que ce qu'il y a de bien justement avec les nouvelles, c'est de pouvoir explorer 12 mondes différents, voir des émotions différentes et des problèmes différents. C'est bien ça l'intérêt. But I think the short story for writers who are just starting out, they're a wonderful laboratory that I think learning to write is about making mistakes, making useful mistakes. And you can write a terrible, terrible short story in a week and learn something from it. To write a terrible novel, no matter how bad it is, will still take you many, many months and may not teach you much more than the dismal short story that you wrote and threw away. Donc effectivement, quand on écrit des nouvelles, quand on est un écrivain débutant, en fait, c'est vraiment un très bon laboratoire pour faire des expériences. Et puis, on apprend toujours en faisant des erreurs, et ces erreurs sont utiles. Alors au final, on peut écrire une nouvelle qui est absolument terrible, nulle, et finalement, on va en apprendre quelque chose, et après, on fera mieux. Par contre, si on écrit un roman qui est complètement nul, déjà, ça va prendre des mois, et on n'en apprendra pas forcément quelque chose. Bon, en tout cas, elles ne sont pas nulles du tout, hein. Ça, on peut le dire, et elles sont assez marquantes. Je ne sais pas si tu en as une préférée. Celle des liens fraternels, elle est assez voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ouais, celle-là, moi, elle m'a celle-là, est très, très belle. Mais juste une chose, si tu permets, Renaud, excuse-moi, mais juste une chose pour montrer quand même, je trouve, l'originalité aussi de décrire une situation toute bête. Voilà, un homme et une femme. Lui, il a eu une liaison. Et sa femme va découvrir cette liaison d'une manière quand même assez originale. Alors qu'il termine la liaison, il s'appelle Bob le 1. Alors que Bob et sa femme se rendaient en ville en voiture, Vicky, donc la femme, remarqua sur le pare-brise au-dessus de la boîte à gants l'empreinte à demi effacée d'un pied de femme. Elle ôta sa sandale, constata qu'il s'agissait de la marque d'un autre pied que le sien et annonça à Bob qu'il pouvait faire sa valise. Voilà. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est vrai que celle sur les liens fraternels, elle est... Oui, puis on peut parler aussi de celle qui donne le titre au recueil, Tout pillé, tout brûlé, parce que c'est une nouvelle qui surprend le lecteur, parce qu'elle arrive, donc c'est la dernière nouvelle du recueil. On en a lu plusieurs avant qui se passaient donc dans la société américaine contemporaine, et celle-ci, elle nous entraîne à travers les aventures d'une horde de vikings. Yeah, that was a strange story. It was one that I began as a kind of joke. I'd heard about this thing that the Vikings used to do, that they, when they'd mostly killed somebody, there was a kind of very complicated and pointless, gruesome surgery that they would perform on people, I guess, for their own pleasure. Donc en fait, c'est une nouvelle un peu étrange. Et au début, j'ai commencé à l'écrire, c'était plutôt une blague en fait. Mais j'avais entendu parler de cette technique que les Vikings utilisaient sur des gens qu'ils avaient tabassés, mais qui n'étaient pas encore tout à fait morts. Et c'est une espèce d'opération chirurgicale extrêmement compliquée, passablement dégoûtante. Et donc j'avais lu là-dessus. And I thought that this was a maneuver that really contradicted contemporary maleness. Like, we're just too lazy. We're not detail-oriented enough. That if I were a Viking and I were with Pat and we were out killing people, I think if I were to say, hey, Pat, we've killed this guy mostly, should we do this procedure on him? You'd probably say, well, it's a hell of a lot of work. Maybe we can go get a beer and go get a seat back on the boat and kind of chill out for a little while. Oui, donc moi, c'est le genre de manœuvre qui me paraît mais aller complètement à l'encontre des hommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est beaucoup trop fainéants et on n'attache pas assez d'importance aux détails. Je m'imaginais, si moi j'étais viking aujourd'hui, qu'on allait quelque part tuer des gens et qu'un copain me disait bon alors on fait l'opération sur celui-ci, je dirais oh là là, tu te rends pas compte le boulot que c'est? Non, on va plutôt aller se prendre une bière ou alors on retourne au bateau, on se détend, mais franchement c'est trop de boulot. And so I wrote a story that was kind of a deliberate spoof of, Raymond Carver and sort of down at the heels, blue-collar American gritty fiction. But instead of being
plumbers or apartment superintendents. They're Vikings who are sort of dragging their way through their profession. Et donc, en fait, quand j'ai voulu écrire cette nouvelle, je me suis dit que j'allais plutôt faire en fait une fausse imitation de Raymond Carver, par exemple, sauf qu'au lieu que ce soit des histoires de plombiers ou d'autres personnes, bah là, j'allais m'occuper de la difficile vie des Vikings. But the important lesson for me in that story is that even though it started as a joke, the emotional realities of these characters began to declare themselves and reveal themselves to me, and I began to care about the characters. And in a strange way, the story winds up being the most heartfelt and kind of sentimental story in the book. Oui, donc en fait, j'ai quand même appris une leçon en écrivant cette nouvelle. C'est que même si je l'ai commencé en considérant un peu que c'était une blague, au final, j'ai commencé à développer les émotions des personnages et elles se sont révélées à moi. Et j'ai fini par m'attacher à ces personnages. Et au final, c'est une des histoires qui est la plus sentimentale de tout le livre. And I think the mathematics there are that if you have a passage in which someone's lungs are pulled out through a sword cut, that then buys you a credit in which somebody can have very earnest sentimental feelings about his family. Et donc au final, si on fait l'addition, on apprend que même en écrivant un passage où on s'amuse à ressortir les poumons de quelqu'un dans le dos, et malgré tout, ça peut être une nouvelle très sentimentale. But the ultimate lesson is that if a story doesn't transcend its original ambitions, if that story hadn't become something more complex than a joke, then it would have been a terrible story. That a story has to take you somewhere in the writing that you didn't expect. Mais vraiment, la leçon ultime que j'ai apprise avec cette histoire, c'est que si l'histoire en elle-même ne transcende pas ce qu'on avait comme but à l'origine, au final, ça vaut pas le coup. Et c'est des histoires qui doivent vous emmener là où vous ne vous y attendiez pas. Eh bien, vous irez là où vous ne vous y attendiez pas en lisant ce livre Tout pillé, tout brûlé, un recueil de nouvelles donc paru dans la collection de Francis Geffard, Terre d'Amérique, chez Albin Michel, et traduite donc par Michel Lederer. Vous lirez aussi certainement Les Frères Sisters, paru aux éditions Actes Sud, un livre de Patrick DeWitt traduit par Emmanuel et Philippe Aronson. Ou Aronson, je ne sais pas comment on prononce. David Toscana, L'armée illuminée, paru aux éditions Zulma. Il faut suivre aussi cette armée illuminée et partager quelques aventures avec elle. Traduit de l'espagnol par François-Michel Durasso. Et puis le livre de Sergio Ramirez, Il pleut sur Managua, paru aux éditions Métellier et traduit de l'espagnol par Roland Faye. Voilà.